Salut les athlètes et parents d'athlètes, bienvenue au podcast L'évolution d'athlète. Aujourd'hui, tu devineras, j'ai encore un invité vraiment spécial, mais il n'est pas juste spécial, il est extra spécial. Bref, je t'en dis pas plus, puis on se reparle après ceci. 10, 9, paid all my dues, waited in line, 8, 7, now it's about time that I take mine, 6, 5, king of the jungle, heart of a lion, 4, 3, 2, 1, watch out, here I come, this is my time. Alors aujourd'hui, je reçois un invité vraiment spécial parce que pour moi, c'est la première fois que je reçois quelqu'un qui a joué dans la Ligue nationale. Fait que là, il va pouvoir nous en parler, nous dire ce que ça prend pour se rendre là. Puis écoute, sans plus tarder, je te présente Joël Perreault. Salut Joël. Salut Stéphane, ça va bien? Hey, ça va super bien. Merci beaucoup d'avoir accepté Plaisir, l'invitation. plaisir. Je sais que tu pars de loin. On profite d'un bon timing, par exemple. Oui, le congé des fêtes m'a ramené dans la région. Je suis un gars de Chambly, donc c'est sûr que Rimouski-Chambly, c'est pas à la porte, mais Une chance que tu es ici pour un petit bout. on est ici, puis l'équipe joue à Drummondville, Shawinigan, dans le temps des fêtes. Fait que on retourne pas à Rimouski tout de suite. Fait que T'es ici pour un petit bout? Jusqu'au 27. Jusqu'au All 27 right. décembre. On va profiter de ta présence. Écoute, je suis vraiment content que tu sois là parce que, écoute, le podcast, en gros, il se veut toujours quelque chose pour aider nos jeunes, pour essayer de leur donner le plus de feedback possible. On a plein de jeunes qui voudraient réussir, qui voudraient jouer dans la Ligue nationale. Tu es un gars qui a participé, toi, tu as vraiment joué dans la Ligue nationale. Puis, écoute, avant de commencer, qu'on discute de ça, j'aimerais ça que tu nous parles de ton parcours un peu de hockey à toi. Tu sais, je pense comme beaucoup de jeunes à qui on s'adresse, mon parcours, j'étais un jeune qui était passionné du hockey. Je le suis encore aujourd'hui. J'étais un petit gars de Saint-Hubert qui a joué tout son hockey mineur là-bas. Puis, tu sais, j'étais le genre de joueur qui était bon dans sa ville, mais pas bon au point de dire il joue 2A tout le temps. Tu sais, j'ai joué puis oui 2C, on avait du 2B puis du 2A. Je faisais pas. À ma première année, j'étais petit, c'est dur à croire aujourd'hui. Mais c'est ça que j'allais te demander. T'es un grand gros gars. Ouais, j'étais petit jusqu'à probablement ma deuxième année Bantam. OK. Puis ma première année Bantam, première année contact, j'avais joué Bantam 2C encore. Je faisais toujours le 2A ma deuxième année. Puis vraiment, là, entre ma première année Bantam puis ma deuxième, donc j'avais entre 14 ans, là, les âges étaient différents un petit peu à l'époque. Là, j'avais commencé à grandir beaucoup, là, au point que je pense que j'avais pris 8 pouces en une année. Là. Mais dans le temps que toi, tu jouais, est-ce qu'il y avait, comme le Bantam 3A, il y en avait-tu? Non, ça n'existait pas. C'était Bantam C'était 2A. vraiment legit que ça commençait. Exactement. Ça, hein? Nous autres, c'était le 2A, c'était le plus gros niveau que tu pouvais jouer dans le Richelieu avec 4 équipes. Donc, moi, justement, ma première année dans le 2A où ce qu'on était regroupés, c'était avec Saint-Jean, justement. C'était les remparts du Richelieu, j'étais Pee-Wee. OK. Après ça, dans le Bantam, ça s'appelait les éclaireurs du Richelieu. Là, les territoires avaient été refaits un petit peu. On était plus avec Saint-Bruno. Mais, tu sais, c'était vraiment du haut calibre quand tu jouais dans le 2A parce que il y avait C'était pas les tout... meilleurs de Exact. Il n'y avait pas de hockey scolaire. Puis, tu sais, c'était vraiment quand tu t'en allais, par exemple, à Boucherville, mais tu savais que tu jouais contre Pierre-Marc Bouchard, Pierre-Alexandre Parenteau. Il y avait Marc-André Fleury dans le filet. Tu sais, c'était vraiment... L'élite était là. Puis... Fait que ça a été ça mon parcours tout au long de mon hockey mineur. Vraiment, joué 2 lettres, mais tu sais, 2C, 2A. Puis j'allais au sport-études à Boucherville, à Demortagne, en plus de ça, parce que comme j'ai dit, j'étais passionné du hockey. C'était vraiment quelque chose que j'aimais faire. Mes parents m'avaient permis de vivre ce rêve-là, justement, d'être sur la glace à tous les jours. Puis j'étais comme ça. Étant donné que j'étais petit, ça m'a permis de travailler d'autres habiletés. Je dirais que si j'avais été grand gros dès un jeune âge. Fait que quand je suis arrivé avec un gabarit plus raisonnable, disons, pour du hockey, je pense que j'avais développé des belles facettes dans ma game. Puis ça m'a amené à jouer au niveau midget 3 à ma deuxième année seulement. Parce qu'à 15 ans, j'avais pas fait l'équipe parce que honnêtement, je n'étais même pas proche de pouvoir jouer à ce niveau-là. Il y a moins de 15 ans, je dirais peut-être un petit peu dans mon temps qui jouait à ce niveau-là. Mais c'est ça. Fait que j'ai joué mon midget 3 avec les Gaulois une saison. Puis par la suite, j'avais été repêché pour le Dracard de Bécomo, où j'ai évolué 3 ans avec le Dracard de Bécomo, qui a été 3 merveilleuses années, honnêtement. Je coach junior maintenant, donc je suis capable de le dire à mes joueurs que ces années-là, c'est vraiment
nos plus belles années en tant que joueur de hockey. Puis ça a été un deuxième chez moi pendant ces années-là. Puis on a vécu des beaux moments avec le Drakkar. Comment tu as vécu ça, toi, quand tu as parti, mettons, je sais que nous autres, on fait partie de la génération où nos parents nous enseignaient à partir. Ouais. Tu sais, ils nous enseignaient à, OK, prends. Ils ne voulaient pas nous garder tout le temps à la maison. Ils nous donnaient ce qu'il fallait pour quitter la maison. Toi, quand tu es parti et tu es allé jouer à Bécomo, comment tu as vécu ça d'être loin de chez vous 3 ans de temps? Ouais, ben, je l'avais vécu un petit peu l'année précédente au Midget 3, même si c'était seulement à Saint-Hyacinthe, on n'avait pas le choix d'être en pension parce qu'il n'y avait pas de voyagement d'autobus. Disons, là, de Saint-Hubert jusqu'à le collège Antoine Giroir à l'époque. Donc, tous les joueurs restaient en pension. Fait que, pour moi, ça oui, puis c'était pas trop loin. Fait que tu as 16 ans, tu t'ennuies un peu du pâté chinois à un moment. Tu peux aller à la super maison un soir, là, ils viennent te chercher, puis ça se fait bien. Fait que ça m'a permis probablement de m'habituer à ça un petit peu. C'est sûr qu'après ça, Bécomo, là, c'est un choc un petit peu de partir d'aussi loin. Tu es à 8 heures de la maison. Pour les parents aussi, c'est pas facile. C'est même, je dis ça de même, un choc culturel quasiment. Oui. Tu sais, ici... C'est pas le même beat de vie. Là. Non, c'est pas le même beat de vie. Par contre, ça m'a vraiment permis de vivre c'est quoi le trip de jouer au hockey junior. C'est une petite communauté qui vit alentour de l'équipe, qui est partisan. Fois 1000, honnêtement. Là, on avait des belles équipes en plus avec le Drakkar. Puis ça a été vraiment une belle façon de vivre mon stage junior. Là. Puis là, ben écoute, tu vis tes 3 années junior. Là, tu as dû capoter, tu es drafté. Comment tu as vécu ça, ce moment-là? Ça doit être intense. Oui, parce que moi, honnêtement, je l'ai dit, j'étais un bon joueur de hockey dans ma ville. Mais je veux dire, ça n'a jamais été... C'est un rêve de jouer au national, là, comme plein de jeunes, mais ça n'a jamais été quelque chose que je me disais, c'est vraiment accessible ou... donc, c'est vraiment ma première année junior ils ont sorti une liste à un moment donné d'avant-repêchage, en début de saison. Puis j'étais sur la liste, puis j'étais le premier à être surpris, honnêtement. Tout mon entourage était surpris aussi qu'on a comme dit, OK, il y a une possibilité peut-être de me faire repêcher. Puis à un moment donné, tu mets ça de côté, puis tu continues à jouer, puis tu continues à travailler fort. Puis à la fin de cette saison-là, j'avais été sélectionné. Le repêchage était en Floride. Je m'y étais rendu avec mon père, mon frère, mon agent. On était allé en Floride pour le repêchage. C'était en 2001. Premier choix overall, c'était Kovalchuk. Deuxième, c'était Spezza. C'est des gars qu'on se souvient plus. Là. Oui. Puis moi, j'avais eu la belle surprise de me faire repêcher en 5e ronde. À l'époque, il y avait quand même 9 rondes. Donc, pour moi, même, d'être repêché, pour moi, c'était tôt, 5e ronde. Avec la saison que j'avais eue, le temps d'utilisation que j'avais eu, c'était vraiment une belle... un beau moment que j'avais vécu avec ma famille. Puis, à partir de là, je dirais que là, ça a pris un tournant un petit peu différent. De dire, OK, là... il y a quelqu'un qui a cru en moi, puis là, si je veux vraiment me donner une chance de jouer dans le national, parce qu'on s'entend, t'es repêché, t'as pas joué encore, t'es loin encore. Fait que ça m'a donné un boost de confiance, c'est sûr et certain. Puis ça a fait en sorte que j'ai vraiment mis les bouchées doubles, parce que je dirais, jusqu'à ce moment-là, je jouais au hockey. Je jouais avec mes chums. J'allais te le demander, quel genre d'athlète t'étais dans le hockey, mettons, le hockey mineur ou, mettons, à partir de 15 ans. Aujourd'hui, on regarde ça, là, les écoles de hockey, ça s'entraîne à l'année, c'est ça à coche. Puis tout le monde veut être l'athlète de l'athlète. Toi, tu vivais comment ça à l'époque? Ben, c'est ça. C'était pas la même routine, je dirais, dans notre temps. Quoique j'allais au sport-études à Domortagne, puis l'été, il y avait des programmes d'entraînement extérieur, de pliométrie, on s'entraînait en groupe, puis on y allait 3 fois par semaine. Donc, tu sais, j'avais déjà une base qui m'avait été un peu poussé vers enseigner, exactement, ça. On avait des entraînements, tu sais, c'était loin d'être comme aujourd'hui, mais ça faisait partie de ma routine de jeune. Puis, mais tu sais, je faisais beaucoup d'autres sports. Je jouais au soccer en grandissant, j'ai joué au golf à un moment donné. Fait que mes étés ont changé quand j'étais repêché. Je me suis trouvé un entraîneur personnel privé qui est Yannick Morin, qui est probablement très connu dans votre monde depuis plusieurs années. Moi, il commençait à entraîner des gens. Il faisait ça dans son loft à Montréal. Ouais. Fait que moi, j'allais chez eux, ils me faisaient un programme, je repartais de mon côté, je faisais mon programme dans un gym pendant 3-4 semaines. Je retournais chez eux pendant l'été, ils me faisaient un nouveau programme, je repartais. Fait que j'ai fait ça pendant 2 années, disons, mes 2 dernières années juniors.
vraiment de mon côté, mais j'étais quand même suivi par Yannick. Puis je dirais qu'il n'y en avait pas beaucoup qui faisaient ça encore là, dans ce temps-là. Il était dans les mêmes époques que moi. OK. On n'était pas beaucoup. Puis Non. je te dirais que aussi, même, tu sais, ce qui arrivait à l'époque, c'est qu'on s'entraînait toutes, mais c'était tout dans le même style. Au début, c'était bodybuilding. Là. Ouais. C'était tout ce qu'on C'est connaissait. sûr qu'on... Fait que nous autres, on vient de la gang où on a commencé à développer un peu plus quelque chose d'athlétique, de sportif. Puis il faisait partie de cette gang-là, je me rappelle. Oui, il m'a beaucoup aidé parce que, j'avais grandi, mais j'étais pas gros, tu sais. C'est long avant d'en prendre dans l'autre sens, souvent. Puis, mais il m'a beaucoup aidé parce que Yannick, il était allé aux Olympiques en bobsleigh. C'est un sport de puissance. Après ça, il était rendu en cyclisme vélodrome. Je m'entraînais beaucoup sur la route avec lui en cyclisme également. Il m'a amené beaucoup à faire de l'haltérophilie, des choses comme ça. Il m'a beaucoup aidé dans mon développement parce qu'il a vraiment aidé à mon explosion sur la glace, chose qui me manquait pour vraiment arriver au prochain niveau. Puis dans mes années juniors, mes 2 dernières années, j'ai eu une belle progression, beaucoup à cause de ça aussi. Fait que moi, j'avais une belle discipline de vouloir respecter ça. Le repêchage avait fait en sorte que ça m'avait donné cette confiance-là, cette motivation-là de vouloir le faire. Puis ça a permis que mes 2 dernières années juniors, après avoir été repêché, ont été excellentes. Puis c'est ce qui m'a permis après ça de signer un contrat avec les Mighty Ducks. Puis quand tu es arrivé dans la Ligue nationale, là, t'as pas réussi à te faire une place à l'année, mais tu as joué plusieurs matchs dans plusieurs équipes. Quand tu rentres dans la Ligue nationale, toi, tu deviens comme un athlète, tu es un professionnel. Ouais. À quel point tu commences à réaliser où tu te dis, ben moi, je prends soin de moi, puis c'est ta job à temps plein, là? Oui, ben tu sais, je dirais mes premières années professionnelles dans la Ligue américaine, tu le vis au quotidien avec les vétérans. Disons, tu le vois comment certains vétérans le font de la bonne façon. Il y en a d'autres qui le font pas de la bonne façon. Parce qu'il y en aura tout le temps. Il va toujours en avoir. Puis ça, c'est à toi aussi de faire ta propre opinion sur comment que tu veux vraiment gérer ton day-to-day, là, comme on peut dire. Mais ça a été... Tu sais, pour moi, c'était sûr que je passais par les mineurs parce que à l'époque, il n'y avait pas beaucoup des jeunes de 20 ans qui jouaient à la Ligue nationale, même si j'avais eu une belle carrière junior. C'était important qu'on passe par les mineurs, qu'on apprenne vraiment c'est quoi la grind d'une carrière professionnelle, puis comment te comporter d'entraînement, comment bien manger. T'as plus de pension qu'il faut manger, c'est toi qui s'arrange tout seul, en fait. Puis... ça a pris quelques années de vraiment trouver la maturité, la discipline de faire les choses de la bonne façon pour avoir le succès nécessaire. Puis, je pense qu'à un moment donné, tu te développes une routine qui est bonne pour toi aussi. C'est pas parce qu'une routine est bonne pour toi qu'elle va être la même pour le gars à côté. Exact. Donc, moi, je faisais les choses qui semblaient bien fonctionner pour moi. Puis ça a fait en sorte que c'est ça. J'ai eu une carrière qui est quand même raisonnable. C'est un domaine qui est extrêmement difficile de demeurer à ce niveau-là tout le temps. Il y a beaucoup de choses qui font en sorte que tu peux y parvenir. Il y a l'éthique de travail, comme qu'on parle en ce moment, mais il y a aussi il y a un petit côté chance dans tout ça. Il faut pas que tu sois blessé. Si tu es blessé, il y a d'autres gars qui prennent ta place. Il y a tout le temps des jeunes qui arrivent. C'est ça, j'allais dire. Tu as tout le temps des jeunes qui arrivent. Puis après, fait que tabarouette, l'équipe, elle veut les meilleurs tout le temps. Toujours, exactement. Puis c'est une business. Puis je veux dire, moi, j'ai toujours dit que de jouer un match à la Ligue nationale, c'est quelque chose de spécial. Mais c'est d'en jouer 500 qui est vraiment difficile. Ouais. Puis, j'en ai joué presque 100, j'en ai joué 96, puis j'ai été blessé beaucoup pendant ces périodes-là. J'ai été des fois healthy scratch sur la press box. Donc, j'ai passé beaucoup de temps dans la Ligue nationale, mais c'est là que tu vois que les joueurs qui en jouent 500, 1000 et plus, c'est des athlètes exceptionnels. Écoute, ça m'amène à te poser une drôle de question. Comment t'expliques le fait... Tu sais, on a tout... Comment je pourrais dire ça? Je suis sûr qu'il y en a dans tous les levels, mais des Phil Kessel, tu sais, des genres de gars, ils font rien, ou la loi du moindre effort, ils ont des skills, ils ont quelque chose que... Comment t'expliques ça que, tu sais, aujourd'hui, les jeunes s'entraînent, il faut qu'ils soient en forme, faut que, tu sais, comme tu as dit, là, tu sais, il faut que tu développes ta rapidité, blablabla, puis il y en a encore rendu là, c'est
ça se néglige un peu, puis Ouais. ça passe quand même. Comment t'expliques ça? Ben, je veux dire, un Phil Kessel, parce on parle de lui en exemple, il doit faire beaucoup de choses qu'on ne sait pas aussi, par exemple. Tu sais, c'est sûr qu'au visuel, on a l'image du gars qui mange des hot dogs, qui boit du Pepsi, puis qui est talentueux, puis qui va pêcher l'été, puis après ça. Mais il y a probablement des choses qu'on ne sait pas de Phil Kessel, parce que tu peux pas avoir une carrière comme qu'il a eu, de jouer des matchs sans être blessé, avoir les statistiques qu'il a eu, juste en faisant ces choses-là. Ben, moi, c'est ce que je C'est m'ai toujours dit. quasi Moi, ce que j'ai impossible. compris, c'est qu'il aimait probablement pas ça, s'entraîner, mais ça veut pas dire qu'il s'entraînait pas. Exactement, c'est ça. C'est pas parce que tu fais pas des posts sur Instagram puis sur Facebook Exact. que tu fais pas les choses nécessaires. C'est pas parce que t'as pas l'air découpé au couteau que t'es pas en forme. Tu sais, je veux dire, il y a une physionomie là-dedans on est tous différents. Là. Fait que Phil Kessel, je veux dire, il a joué au-dessus de 1000 matchs de suite, je me trompe pas. Ben oui, sans être blessé. Sans être blessé. Fait que tu sais, il faut. Il y a probablement une petite image qui vient avec le personnage là-dedans aussi, qui est le fun à s'imaginer, qui fait rien puis qui joue juste au Il est hockey. juste bon. Mais tu sais, je pense qu'il faut donner un peu plus de crédit à l'athlète aussi. Puis c'est pas tous des Sidney Crosby non plus, où eux sont toujours hockey, toujours entraînement, exactement. Fait que puis ça fonctionnerait pas avec tout le monde, ça non plus, d'avoir une mentalité comme ça. C'est pas donné à tous. Fait que c'est pour ça que moi je pense que c'est important que le jeune, il se trouve une routine qui est bonne pour lui. Ouais. Parce qu'on est tous différents. Ouais. Tu sais, je suis dans le coaching, il y a des coachs qui veulent faire 100 heures de vidéo par semaine parce que d'autres, ça les sécurise. Moi, non. T'as pas besoin. Moi, je veux pas, je peux pas. Je peux pas parce que ça va me montrer d'autres défauts que je veux pas voir. Fait que, tu sais, on est tous différents, puis je pense que l'important, c'est que tu sois à l'aise avec ta routine, puis que tu sais que cette routine-là va te donner la meilleure des chances d'avoir du succès. Ben, en fait, ta routine, c'est ta recette. Ben, c'est ça. Fait que quand tu manges au resto des pâtés chinois, il y en a un paquet de Il y en a plein de différents, hein? Ouais, Il y en a des bons. Des fois. Tu sais, fait que je C'est pense ça. que c'est un peu la même chose. Là, maintenant, tu es rendu coach dans le junior majeur. Premièrement, comment t'aimes ton expérience? Ben, honnêtement, c'est incroyable. C'est pour un gars qui a joué junior majeur comme moi, d'avoir l'opportunité de revenir dans cette ligue-là en tant qu'entraîneur-chef d'une organisation comme le Scénic de Rimouski, c'est un rêve, honnêtement. Encore là, c'est pas quelque chose que je pensais que c'était réalisable il y a quelques années. Pas tout de suite, en tout cas. Mais t'as coaché Midget 3A. J'ai fait mes grades, disons, si on peut dire. Quand j'ai pris ma retraite du hockey, là, j'ai été coaché au Collège Charlemagne, Bantam 3A, 2 ans. Après 2 ans, j'ai fait le midget espoir. J'ai fait 2 ans encore. Là, la COVID est arrivée. Ça a mis un petit break à beaucoup de choses, à beaucoup de monde. Puis, finalement, j'ai eu un appel du propriétaire du midget 3 Saint-Eustache. J'ai décidé de prendre l'offre, puis je suis allé coacher là pendant 3 ans. Fait que je voyageais Chambly-Saint-Eustache à tous les jours. On parle de petits sacrifices à faire, c'en est un. Puis j'adorais la Ligue Midget 3. Ça a été un tremplin vraiment incroyable pour moi, pour vraiment continuer à évoluer comme entraîneur. L'année COVID a été extrêmement difficile à gérer. Fait que ma première année, ça a été une année sans match, seulement des pratiques. Après ça, on a eu 2 belles saisons avec les Vikings, côté résultat, mais aussi côté développement des jeunes. On a eu beaucoup de joueurs qui ont sorti en première ronde. Puis pour moi, ça, je pense que c'est important quand tu évalues un entraîneur de ce niveau-là. C'est de voir aussi le nombre de joueurs qui vont réussir à passer au prochain niveau, qui vont avoir du succès, oui, sur la glace, mais aussi vraiment dans leur day-to-day. Parce que, au Viking, on a une organisation avec un très grand bassin de joueurs. Donc, c'est sûr que les résultats de victoire sont plus faciles à avoir qu'un gars qui coach à Amos, je vais dire, qui a un plus petit bassin de joueurs. Fait que pour moi, ça, je pense, ça a été reconnu par le monde extérieur. Puis, après ma 3e année au Midget 3A, j'ai eu un offre pour aller coacher à Victoriaville avec Carl Mallette comme assistant, que j'ai accepté.
Donc, je m'en allais avec un gars qui avait une belle expérience comme entraîneur, que je connaissais bien, que j'avais joué contre junior, j'ai joué avec un petit peu aussi au niveau professionnel. Je m'en allais pas trop loin de la maison aussi pour être capable de voyager un petit peu, coucher là-bas aussi quand c'était le temps, après des voyages. Mais pour moi, c'était comme la suite des choses normales, disons, à faire. Puis j'ai fait un repêchage, puis après ça, l'Océanique m'a appelé pour rentrer dans le processus d'entrevue pour la job d'entraîneur-chef que j'ai eu finalement. Donc, mais c'est-tu parce que tu connaissais quelqu'un? T'as-tu donné ta candidature? Non, j'ai jamais donné de candidature. Tu sais, avec Carl Mallette, avec les Tigres, c'était vraiment... c'est des contacts, hein, beaucoup. Puis j'ai eu la chance de jouer longtemps, donc des contacts, j'en ai beaucoup. Puis après ça, avec l'Océanique, mais tu sais, j'ai eu 2 joueurs qui se sont fait repêcher en première ronde par l'Océanique l'année COVID. Maxime Coursol puis Maël Saint-Denis, qui n'avaient pas joué de match, qui avaient été pris par l'Océanique en première ronde en 2020, si je ne me trompe pas, 2021. Et puis, je connaissais très bien Danny Dupont à cause de ça, la relation qu'on s'est créée avec les années, dont on parlait de nos joueurs. Puis, quand que je parle d'évaluer un entraîneur au niveau midget, c'est pas les résultats. Je pense que ça vient de là aussi. J'avais une belle relation avec Danny quand on se parlait. Il m'a appelé lui-même pour me demander si c'est quelque chose qui m'intéresserait de m'en venir à Rimouski. J'ai pas hésité une seconde. J'ai dit oui, certainement. Donc, je suis rentré dans le processus d'entrevue. J'ai passé les 2 ou 3 entrevues avec Danny, puis le propriétaire Alex Tanguay. Ça a très bien été. Puis, ils m'ont offert un contrat de 3 ans à la suite de ça. Les choses ont déboulé assez vite après ça. On était rendu quasiment à fin juillet quand c'est arrivé. Donc, depuis 2 ans, je vis des super beaux moments avec l'organisation. Bien, tant mieux. Puis écoute, tu fais du beau travail parce que moi-même, j'en entends parler. Tu sais, ça résonne pas mal. Tu es un gars du coin, puis c'est vraiment cool de voir ce que tu accomplis. Salut mon athlète. Comme tu sais, le podcast est gratuit. Alors, si tu veux m'encourager, non, je veux pas que tu m'envoies des dons, mais je confectionne mes propres hoodies. J'appelle ça le Mindset Series. C'est des super de beaux hoodies. Tu les as en blanc, tu les as en noir, de très, très bonne qualité avec plein de petits détails que j'adore. Alors, si tu veux m'encourager pour te le procurer, tu as juste à aller dans le lien dans les commentaires. Tu vas voir, tu appuies là-dessus, tu fais ton achat, puis tu vas recevoir ça dans un paquet assez spécial. Je t'en dis pas plus, puis sur ce, on retourne à l'épisode. J'aurais une question. Quand Midget 3, est-ce que quand tu coachais en développement ou tu coachais le win? Non, Midget 3, je coach le développement. On a tout un côté compétiteur, on veut gagner, les joueurs veulent gagner, les coachs veulent gagner. Est-ce qu'il y a des moments dans des matchs de hockey que le développement est moins présent? Oui, certainement, à 100%. Je pourrais pas dire que tous mes matchs que j'ai coachés déjà 3, j'ai juste roulé le banc, c'est pas vrai. Je pense que le développement se fait beaucoup en pratique, se fait beaucoup en contact avec les joueurs, en se parlant, en expliquant des choses. Un joueur peut se développer à jouer 10-11 minutes. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Des fois, il n'est juste pas rendu au point de jouer 17, 18, 20 minutes. J'ai souvent dit qu'un joueur qui joue 20 minutes et qui n'est pas prêt d'en jouer 20, il se fait plus mal qu'il se fait plaisir. Fait que pour moi, c'est de gérer tout ça. C'est sûr que le joueur de 15 ans, qui son année de repêchage, il veut en jouer le plus possible. C'est de le mettre dans des positions où il va bien paraître, qui va être confortable. Tu veux pas l'exposer, tu veux pas le mettre dans des situations où justement il va avoir l'air fou parce que c'est pas tout le monde qui est au même niveau. Tu peux avoir un gars de 6 et 4 qui a un package incroyable de joueurs de hockey, puis tu en as un autre de 5 et 8 qui a probablement un petit peu moins de futur dans le hockey, puis je dis pas ça à cause de la grandeur. Mais en ce moment, à 15 ans, le 5 et 8 est en avance du 6 et 4 à cause de l'explosion, à cause de la maturité physique. Puis ça fait que c'est de gérer tout ça un petit peu. Puis c'est les attentes aussi que les joueurs ils se mettent entre eux, avec les parents, les agents. Il y a beaucoup de pression extérieure. Fait que moi, c'est un côté que j'aimais beaucoup, c'est de parler avec le joueur. Tu sais, c'est le fun de coacher la game de 3, c'est le fun de faire des pratiques. Mais d'avoir un gars dans ton bureau, puis vraiment, il expliquait ça, il montrait sur le vidéo, puis un peu calmer les attentes qu'il entend à tous les jours. C'est un côté que j'aimais beaucoup au niveau du midget 3.
La communication. Communication est très, très importante aujourd'hui. Les jeunes sont pas gênés de poser des questions. Puis ça, honnêtement, je trouve que je suis tellement content de voir que cette génération-là est comme ça, parce que moi, dans mon temps, on n'en posait pas de questions. Si on en posait, on ne savait pas trop comment c'était pour se terminer. Là. Ouais. Fait que je pense que ça a très bien évolué. Mais côté Midget 3, c'est important. La Ligue fait du très bon travail de vraiment mettre en avant je dirais, les règles aux entraîneurs pour développer les joueurs. Ils nous forcent à jouer les joueurs un minimum de 10 minutes. C'est important. Puis je sais que quand on dit 10 minutes, ça n'a pas l'air beaucoup. Pour un gars qui sort du Bantam, du Midget Espoir, 10 minutes de jeu, c'est vraiment pas beaucoup quand tu y penses. Mais c'est important qu'il y ait au moins un minimum de ça. Puis après ça, le développement, comme je disais, c'est pas seulement dans le match. Et en pratique, c'est vraiment qu'est-ce que tu dis aux jeunes à tous les jours. Là. Puis ça, Joël, comment tu fais? Moi, ça m'est jamais arrivé parce que comme je viens de un peu la même génération que toi. On n'avait pas 3 toutes. J'ai toujours joué dans l'élite, toujours joué dans le 2A. Par contre, j'ai jamais évolué. J'ai joué mon junior 2B. Mais ça m'est jamais arrivé de dire je vais jouer 10 minutes par game. Mais j'imagine un jeune, quand tu joues pas beaucoup, comment tu fais pour rester dans la game? C'est difficile. C'est difficile, sûr et certain. Moi, je l'ai vécu comme joueur junior majeur. Ma première saison, je jouais vraiment pas beaucoup. Puis c'est frustrant parce que tu n'as jamais été mis dans cette situation-là. C'est parce qu'en même temps, le coach a des... Tu sais, toi, c'est des opportunités. Chaque chiffre, c'est une opportunité. Il faut que tu te prouves pour être capable de revenir et qu'ils te prennent plus souvent. Comment tu fais pour gérer ça comme un jeune se doit d'être capable de gérer ses émotions négatives. T'sais, ça, je dis souvent ça à mes joueurs junior majeurs, parce que dans le junior majeur, j'en ai des joueurs qui jouent moins de 10 minutes. Là. Je veux dire, je suis pas en train de dire que tout le monde dit joue 10 minutes. Là. Sinon, il y en a qui vont regarder ça et vont dire il est menteur! Le gros, il est menteur. Fait que, non, moi, ce que je dis souvent aux joueurs qui jouent moins, c'est que justement, c'est des opportunités. Quand tu embarques sur la glace, c'est de donner ton maximum, ça c'est sûr et certain. Parce que si ça fait 20 minutes, tu es sur le banc, puis tu rumines, puis tu es négatif, c'est impossible que tu aies un bon chiffre. Fait que c'est d'essayer de te garder dans un mindset positif. Souvent, ce qui peut aider, c'est de suivre la game, exactement, d'encourager tes chums. Si tu pars dans l'une, puis tu regardes d'autres choses, puis le coach t'envoie, t'as pas le temps de te ressaisir et d'aller avoir une bonne présence. Fait que... Puis c'est loin d'être facile. C'est pas parce qu'on le dit aux joueurs que il va comprendre et il va le faire. Je pense que ça vient avec l'expérience. Ça va peut-être arriver qu'il va y avoir quelques matchs où justement, il n'y aura pas beaucoup de temps d'utilisation. Il va avoir de la difficulté à aller chercher son momentum. À un moment donné, il va faire un déclic. Il va aller trouver des ressources. Il va aller trouver des façons de rester justement engagé dans le match. Puis ce chiffre-là va faire en sorte qu'il va avoir un autre chiffre plus rapidement. Ouais. À cause de ça, son prochain chiffre va être encore meilleur. Tu sais, j'en ai des joueurs, des fois, il y a du monde qui me demande comment ça, que tout d'un coup, il joue du bon hockey. Mais honnêtement, c'est pas à cause de moi, là. C'est le jeune qui a trouvé une façon, dans sa routine, dans sa façon de rester prêt, concentré dans le match. Le crédit revient tout à ce joueur-là. Ça prend un spark. Ça prend un spark, mais... J'imagine que si tu embarques, puis là, tu fais une bonne affaire, ce chiffre-là, c'est plus motivant pour faire l'autre. C'est officiel. Autant que tu fais de la merde de ce chiffre-là, c'est dur de... c'est parce que souvent... Tu peux pas jouer pendant 20 minutes, avoir un très bon chiffre. Ça se peut que ton prochain chiffre, il ne revienne pas tout de suite. Là. Exact. C'est pas parce que tu as eu un bon chiffre que le coach, tout de suite, il va t'en redonner un autre. Il y a des situations dans un match, il y a des avantages numériques, il y a des désavantages numériques. Il y a est-ce que l'autre équipe a marqué un but? Est-ce que l'autre équipe a pris le momentum du match? Puis on est quand dans le moment on est où dans le match? Qu'est-ce qu'on a fait dans les matchs précédents? Fait que, il y a tellement de choses que le joueur ne contrôle pas, que c'est dur à expliquer ça à un jeune de 16-17 ans, disons. Là. Mais ceux qui sont capables de comprendre ça puis de faire confiance à leur entraîneur, puis je pense que c'est là que la communication est importante. Quand le jeune sent que l'entraîneur est là pour les bonnes raisons, pour que le jeune s'améliore, ben, le jeune, il va être capable aussi de faire confiance à son coach, puis que quand le coach va l'envoyer, il ne sera pas frustré contre l'entraîneur en train de jouer au hockey. Parce que là, je dis souvent à mes joueurs, tu peux pas jouer au hockey fâché. Là.
être fâché contre un adversaire puis avoir de la détermination, de la hargne, Ouais. c'est pas pareil. Mais être fâché après des choses que tu contrôles pas, que se sont passées avant, ça sert à rien. Ça fait partie de l'expérience du joueur de hockey aussi à améliorer. Là. Parce que ça a toujours été ma question. Je me disais, hey, ça doit être tough de mettre dans la game. C'est parce dur. que je joue pas beaucoup. C'est très dur. Moi, j'entraînais Thomas Bellegarde, puis on avait Ouais. ces discussions-là, des fois, d'être LT Scratch. Après ça, tu reviens. Mais il était capable de profiter de chaque petit moment qu'il avait sur la glace pour se créer quelque chose. Puis tabarouette, je le trouvais bon pour ça. Je me Il y a disais, ça des doit être joueurs qui sont difficile. opportunistes dans leur façon de justement gérer ces situations-là. Souvent, ces joueurs-là, c'est ceux qui sont capables de rester quand même dans une belle place mentale. J'ai vécu beaucoup au junior. Il y a des moments que mon coach me faisait pas jouer, puis quand il m'embarquait, j'étais pas bon, puis je méritais pas de rembarquer parce que pendant les 20 minutes avant, je me parlais mal. Là. On dit souvent se parler mal ou bien se parler, puis... mais ça m'est arrivé professionnel aussi. Là. Je veux dire, c'est arrivé dans le national où le coach me faisait pas jouer, puis quand j'ai embarqué, j'étais pas prête parce que ça faisait 20 minutes, je me parlais mal. Là. Fait que c'est correct aussi que le joueur vit ça. Ça fait pas de lui une mauvaise personne ou un mauvais teammate si cette journée-là, il est sur le banc, puis il est pas content que le coach ne fasse pas jouer, puis que son chiffre d'après, il embarque, puis il n'a pas un bon chiffre, puis il revient, puis il est fâché. C'est normal aussi que ça Mais l'arrive. en même là. temps, ça fait partie de son processus. C'est le même qui va évoluer. sûr. En les vivant, il s'aperçoit de ce qu'il faut qu'il fasse, ce qu'il ne faut pas qu'il fasse, j'imagine. Exact. Puis c'est le même qui C'est finit ça de par l'expérience. trouver sa zone. C'est sûr et certain. Puis le joueur qui aime ça puis qui est passionné, c'est normal qu'il soit pas content d'embarquer là, aussi. Là. Je veux dire, le gars qui est sur le banc puis qui s'en fout. Qui s'en fout, qui est content de pas être sur la glace, je veux dire, pour moi, c'est pas mieux. Là, Fait que la ligne est fine, là, elle est très mince, puis mais ça demeure que c'est un sport d'équipe où ce que l'individuel est très présent dans le hockey. Mais si tu es capable de comprendre ça puis de gérer ça vraiment intérieurement, ton succès va venir plus rapidement, c'est sûr et certain. Maintenant que tu es coach à ce niveau-là, puis tu as joué tout ça, puis avec toute l'expérience que tu as, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu dirais aux jeunes? Tu sais, j'ai souvent des jeunes là, qui ont 13, 14, 15, 17, 18, mais qui veulent réussir dans le hockey puis tout. Puis souvent, moi, je reçois des messages, des emails, tu sais, je fais telle affaire, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que ça me prend? Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que ça prend, ces jeunes-là? Bien, probablement, le jeune qui veut vraiment faire ça doit vraiment être passionné. Si t'es pas passionné du hockey puis tu veux juste jouer dans la Ligue nationale parce que tu penses que la Ligue nationale, c'est glamour, puis c'est de l'argent, puis tu n'y arriveras pas parce que ça faut que tu sois passionné. Puis si tu l'es passionné, mais il faut que tu sois prêt que tu vas avoir de la gravelle sur ta route. Là. Ce ne sera pas tout le temps rose. Ah, tu vas manger ton pain Tu noir. vas en manger du pain, ouais, pas à peu près. Puis les meilleurs au monde en ont mangé. On pense à Sidney Crosby tout de suite. Il n'a pas joué au hockey à un moment donné pendant presque un an à cause d'une blessure, une commotion cérébrale. Ça aurait été facile probablement pour un gars comme Sidney Crosby de dire bon, c'est assez, là, il est passionné, il a tout fait en sorte pour revenir, il doit avoir fait 1000 et 1000 rehab, là, des exercices, peu importe. Peu importe c'est on quoi. connaît un peu le gars, des là. choses qu'on voit pas. Ouais. Puis, on en parlait tantôt, t'as pas besoin de mettre ça sur les réseaux sociaux. Fais tes choses, trouve ta routine à toi, qui va te rendre heureux, qui va te rendre bien, puis qui va te permettre d'avoir le succès que tu peux avoir, puis compare-toi pas aux autres. Tu sais, souvent, là, on va jouer dans une équipe, on va dire, mais lui, l'autre bord, il fait pas qu'est-ce que moi je fais, puis il a plus de buts que moi, ou il a plus de temps. Il n'est pas dans la même situation que toi. Dirais-tu qu'on est de plus en plus comme ça, les jeunes, maintenant? On se compare beaucoup. À cause des médias sociaux. C'est facile. C'est facile on voit de trop ce que comparer. les autres font. Puis là, premièrement, on met pas des mauvaises affaires, on met les belles affaires, ces médias sociaux. Non, c'est ça. Puis moi, je me rends compte que c'est tout le temps ça. Moi aussi, j'ai des discussions des fois avec mes athlètes, puis c'est tout le temps, ouais, mais lui, puis là, mais l'autre, puis là, ouais, mais c'est tout le temps ça change rien dans toi, non. ça t'enlève rien, puis ça te donne rien. Non, puis l'autre personne n'est pas dans la même situation que toi. Il ne joue pas dans la même équipe que toi, il n'a pas le même entraîneur que toi, il n'a pas les mêmes joueurs en avant de lui. Il y a des gars qui, à 16 ans, ils jouent 20 minutes par match.
Mais pourquoi? Peut-être parce qu'ils sont là physiquement, sont prêts. Peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de vétérans avant d'eux. Peut-être parce qu'ils sont dans une équipe en reconstruction que dans le fond, c'est eux qui vont bâtir entre d'eux. Puis il y en a un autre cette saison qui va arriver dans une équipe qui aspire à gagner la Coupe, qui ont la Coupe Memorial chez eux, comme nous à Rimouski. Fait que c'est sûr qu'il y a plus de vétérans avant d'eux. Fait que tu peux pas comparer. C'est comme des pommes des oranges, je veux dire. Puis ça crée des moments négatifs. On parlait tantôt de... C'est pas de mettre c'est pas de mettre tes pensées à la bonne place. Fait que ça vient un peu le gars qui se parle mal sur le banc, puis qui embarque, puis qui n'est pas prêt. Mais si pendant la semaine, du lundi au vendredi, au lieu de t'entraîner puis focusser sur ta fin de semaine, tu t'entraînes, mais en t'entraînant, tu te compares avec un autre, c'est des pensées négatives qui sont pas bonnes. Fait que pour moi, c'est de la passion, c'est sûr et certain. Là. Je veux dire, c'est un mot qui est facile à parler, mais si tu n'as pas, ça marchera si pas ce que tu fais, tu le fais juste pour le faire. Si tu le fais pour quelqu'un d'autre, si tu le fais parce que pour les mauvaises raisons, c'est pas... tu sais, oui, le glamour, l'argent, jouer nationale, on le sait que c'est là. Oui, ça vient avec. Ça vient. Mais il y a d'autres domaines que ça aussi, ça vient avec. Là. Fait que t'es pas obligé de jouer au hockey pour avoir ces choses-là dans la vie. Si le gars qui arrive à la Ligue nationale, c'est parce qu'il aime le hockey. Là. Je veux dire... c'est probablement qu'on peut en trouver quelques-uns où ils sont moins passionnés que d'autres, puis ça a fonctionné quand même. Mais, je veux dire, il y a tellement de joueurs de hockey dans le monde, c'est vraiment les plus passionnés, puis ceux qui travaillent le plus fort, puis qui sont le plus forts mentalement. C'est ce que j'allais dire. Oui. Tu trouves-tu que... Moi, je trouve qu'on arrive à un croisé des chemins où les joueurs de hockey sont de plus en plus skillés. Il y a des skills, ça n'a pas de bon sens. Sont en forme, ça n'a pas de bon sens, mais le développement personnel, ça manque un peu. Tu sais, le développement de la tête, je trouve que c'est la résilience un petit peu qui est plus fragile, je dirais, dans la vie d'aujourd'hui, parce que les jeunes, ils ont beaucoup d'options. Ils ont beaucoup d'options, puis quand ça ne fonctionne pas, ils veulent aller dans l'option où ce qu'ils pensent que ça va fonctionner. Fait que si tu es mis à 3A... Mais on y est pour quelque chose, je pense, les parents. Ben, c'est sûr, ça part de nous. On met ça nice, on met ça cool, ouais. Puis on leur a simplifié un petit peu le passage, la vie. Là. On leur donne, premièrement, les jeunes, d'avoir les outils, ça n'a pas de bon sens. Tu comprends, là, ils vont leur payer tout ce qu'il faut. Tu comprends-tu? Sauf qu'à un moment donné, c'est difficile de te faire un bon mental parce que c'est pas ce bout-là qui... Tu sais, je te donne tout, mais à un moment donné, tu gagnes rien, puis tu vas rien chercher. Je sais pas. Non, mais 100%. Je veux dire, à Star, tu as beaucoup de jeunes qui vont demander des échanges aux juniors majeurs. Dès qu'ils sont pas contents. Dès qu'ils n'ont pas le temps de jeu qu'ils veulent, ils vont demander des échanges. Je veux dire, ils ne sont pas tous comme ça, mais c'est une réalité à laquelle qu'on a. Dans mon temps, sûrement que ça arrivait, mais c'était très rare qu'un jeune, qui avait le courage de rentrer dans le bureau du GM ou du coach, puis qui disait « je veux me faire échanger ». Mais c'est ça, je trouve qu'ils ont aussi beaucoup d'options. Tu sais, midget 3, je joue pas assez, je vais aller jouer dans un programme quelconque, je vais être le meilleur. OK, c'est correct. Ça va me permettre de me faire c'est ça que tu veux. Oui. Vas-y, là, je veux dire, tu sais, mais en même temps, je trouve que c'est le côté résilience qui est pas là. Tu sais, c'est correct. Correct d'avoir des bumps on the road. Là, ça fait partie de comment tu vas te développer comme personne aussi. Puis c'est pas juste dans le hockey. Là, je veux dire, non, c'est ça. Moi, tout est domaine. Hein. Oui, puis je trouve tellement, tu sais, moi maintenant, je suis un joueur de hockey, maintenant, je me considère d'être en affaires. Ouais. Puis je trouve que ça se ressemble énormément. Ouais. Il faut que je sois passionné parce que si les heures que tu peux faire, c'est malade. Tu sais, puis si tu veux réussir, comme tu dis, il y a bien des behind the scenes que tu n'es pas obligé de montrer. Tu sais, moi, autant je suis très sur les médias sociaux, mais il y a un paquet d'affaires que... Oui, mais ça fait partie, les médias sociaux font partie justement d'un plan de business. Oui. Puis, mais pour un joueur de hockey ou un athlète, c'est correct d'en mettre. Là, je suis pas en train de dire que si tu en mets, tu n'auras pas de succès. C'est pas ça que je dis, mais il ne faut pas se comparer justement juste avec ça. C'est des choses que, comme tu disais tantôt, tu ne mettras pas quand ça va pas bien. Tu ne mettras pas un post sur Instagram assis sur le banc pendant 20 minutes puis tu joues pas. Tu vas mettre ton but, tu vas mettre
ta grosse mise en échec. Ouais. Tu vas mettre, c'est ça T'sais, qu'on voit. Là. Puis, tu sais, c'est parce que ça fait en sorte qu'on pense que tout est toujours beau. Ben non, fait que c'est quand ça. ça arrive puis c'est pas beau, tu t'imagines qu'il y a juste toi, puis voyons donc. Puis comment ça, tu sais, d'ailleurs, je voulais inviter un jeune, tu sais, ceux qui sont repêchés pour une première année, puis qui commencent en mangeant leur pain noir. Parce que tout le monde pense que hey, je suis repêché, c'est la belle vie, ça se passe pas toujours sharp. Tu sais, ça va pas toujours. Mais c'est ça qui fait que tu deviens, comme tu as dit tantôt, la résilience que tu vas mettre là-dedans, comment tu vas être résilient, qui va faire que tu vas passer, puis qu'après, tu vas avoir des belles années. Moi, je trouve que c'est important qu'on connaisse ça. Je voulais inviter des jeunes, justement, que ça n'a pas été toujours facile. Puis il y en a plein, honnêtement. Puis il y en a plein de belles histoires comme ça. J'en ai eu, moi, midget 3A. Tu sais, je les nommerai pas, mais tu sais, que j'ai encore des contacts avec eux autres parce que vraiment, j'ai vécu ces moments-là avec eux. Puis qu'à 15 ans, ils arrivent, puis on les prend dans l'équipe. Physiquement, ils sont pas encore prêts justement de jouer contre des 16-17 ans. Ils ont le talent, ils ont la mentalité, puis avant Noël, ils bûchent. Là. C'est pas facile. C'est pas facile. Ils n'ont pas de succès quantifiable. Ils n'ont pas de points. Ouais, c'est des c'est gars ça. qui ont tout le temps scoré des buts, bantam. Là, il n'y a plus rien. Là, ils regardent la colonne, là, il y a des 0, il y a des 1. Là, fait que, mais ceux que moi j'ai vus avoir du succès, c'est ceux que ils venaient te voir, puis qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que tu penses, c'est où que je peux m'améliorer. Puis ces gars-là, là, souvent, ils arrivent après Noël, là, puis ça fait ça. Là. J'en ai que c'est méconnaissable. 2 semaines off à Noël, méconnaissable, puis ils arrivent après Noël, ils font des pas de géants, puis un coup que la confiance elle rentre là-dedans, après ça, c'est parti. C'est parti. Puis là, après ça, ça n'arrête plus. Là. Puis j'en ai, puis encore là, je les nommerai pas, je veux pas, mais j'en ai qui sont rendus juniors majeurs, puis que sky's the limit. Là. Puis, tu dois être fier. c'est le par fun. exemple. Ça, c'est très valorisant comme entraîneur, ces moments-là. Je disais tantôt, pour moi, un entraîneur midget 3, l'évaluation d'un coach midget 3, c'est ça. Là, c'est comment que les jeunes vont se développer. Puis ça s'évalue pas juste dans cette année-là. C'est les prochaines années après aussi. Là. Quand tu les vois rendus au niveau junior, être repêché national, c'est le fun. C'est le jeune qui l'a mérité. C'est le fun d'avoir que tu as eu un petit peu ton mot à dire là-dedans. Puis je pense que c'est le côté du coaching que j'aime le plus, probablement. Là, je sais que tu es un gars, tu as l'air très terre à terre. Tu pas un gars, tu sais, t'étais pas un gars qui. C'est quoi, par exemple, tes niveaux, tu dois avoir des objectifs de coaching, dans le sens que, est-ce que tu aimerais ça aller dans la Ligue nationale? Ou c'est sûr et certain que j'aimerais ça. Honnêtement, je me fais pas d'idée. Là. Il y en a 32 coachs de Ligue nationale, mais les fois 3 avec les assistants. Là, mais si c'est dur jouer, c'est dur coacher aussi Ligue nationale. Je suis très, très bien dans la situation que je suis en ce moment avec l'Océanique. Pour moi, je suis très humble là-dedans. J'en ai encore beaucoup à apprendre. J'ai appris beaucoup dans ma dernière année et demie. C'est une grosse année pour nous à Rimouski. On a la Coupe Memorial qui s'en vient à la fin mai. On a une belle équipe. On est 3e au classement général. C'est des belles chances. C'est des belles choses. Oui, exactement. Puis ça va être une grosse deuxième moitié de saison. On a fait des échanges avec Danny Dupont. Il a fait des très belles échanges pour améliorer notre équipe. Oui, c'est un objectif de monter dans le hockey. La Ligue nationale. La Ligue nationale, c'est toujours le but ultime. Mais il y a tellement d'autres belles options après ça. Puis, ma famille, ma conjointe me supporte beaucoup là-dedans. Ils sont déménagés avec moi à Rimouski cette année avec mes 2 filles. Je suis dans une très belle position où je le sais que beaucoup d'entraîneurs aimeraient être à ma place. Dans une situation dans laquelle je suis, là, comme jeune entraîneur, 2 ans dans la Ligue, avoir la Coupe Memorial chez vous, il y a beaucoup d'entraîneurs qui aimeraient ça dans mes souliers ou dans mon saut, on peut dire. Non, je pense, honnêtement, moi aussi, j'apprends tous les jours. Cet été, je pense que j'ai appris le plus parce que je suis allé chercher des réponses à mes questions. L'année passée, c'est arrivé vite. J'ai vu qu'il y avait des choses dans lesquelles je n'étais pas outillé pour gérer au niveau junior. Puis j'ai pris les moyens pour vraiment améliorer certaines facettes de mon coaching.
Je suis allé rencontrer des coachs, je suis allé à des conférences, j'ai appelé des coachs personnellement, je suis allé m'asseoir avec Patrick Roy, je suis allé chez eux, on a jasé de hockey pendant Patrick, 3 heures de t'as temps. pas parlé de moi, Non, il va pas. Tu le connais-tu bien? Non? Non, il m'a. Écoute, j'étais encore là avec Rimouski, j'ai la chance d'avoir avec la famille Tanguay, d'avoir des bonnes connexions. Puis c'est important pour un coach de faire ça. La journée que tu penses que tu connais tout comme coach, c'est là que tu arrêtes de t'améliorer. Mais ça, je pense que c'est dans tout. Hein. Ben, c'est sûr et certain. Joueur de hockey dans la nationale, McDavid fait encore des skills. C'est sûr, exactement. McDavid fait encore des skills dans les pratiques, puis on s'entend, il y en a des skills. C'est clair. Fait que, non, pour moi, c'est de continuer à m'améliorer comme entraîneur. Mes relations avec les joueurs, continuer à évoluer là-dedans. C'est très, très important. C'est une facette qui est très importante dans le coaching d'aujourd'hui. Mais c'est sûr que, si je veux vraiment voir dans le futur, j'ai jamais été quelqu'un qui focusait trop avec ce à quoi je contrôle pas, en fait. Là. Mais c'est sûr que ça serait quand même un rêve là, de retourner dans la nationale. Je le vois comme ça un petit peu pour moi. J'ai eu une carrière de joueur qui a été courte pour moi. Je veux dire, j'ai joué 96 matchs, j'ai été blessé, j'ai été LT scratch, j'ai été sendé down, j'ai été échangé. J'ai tout vécu les mots que tu pouvais faire. Là. Mais de retourner dans la meilleure ligue au monde, c'est sûr que c'est un objectif. Là. Fait que si c'est une possibilité éventuellement, tant mieux. Sinon, mais, comme je disais, je suis content de où ce que je suis en ce moment puis de continuer à m'améliorer là-dedans, c'est sûr et certain. Ben, écoute, je pense que ton mindset t'a amené à énormément de succès. Où ce que tu es rendu. Moi, je te félicite. Ben, merci, vraiment. Merci. Puis je te souhaite, en tout cas, la Coupe Memorial. Rien de moins. C'est sûr que ça, c'est dans le bucket list, il est là. Il y a beaucoup de hockey à être joué avant. On veut gagner la Coupe Gilles Courteau avant aussi. On ne veut pas rentrer là juste pour en dire qu'on est les autres. Là. On a une belle équipe. Puis pour moi, je n'ai jamais gagné ce trophée-là en tant que joueur. On avait des très belles équipes à Bécomo. On a passé à côté. Fait que, notre but de début de saison, c'est de gagner notre ligue. Puis, on est bien placé en ce moment avec la saison régulière. Il va rester beaucoup de hockey à jouer. Là. Mais après ça, on y va par étapes cette année. C'est une chose qu'on s'est dit comme équipe. On a divisé notre saison en étapes. On a beaucoup d'étapes dans notre saison. Puis, c'est sûr que les séries, c'en est des étapes. Mais la Coupe Memorial, à la fin de tout, ça serait probablement la cerise sur le Sunday. Hein? Exact. Ben, je te le souhaite. Joël, merci beaucoup d'être venu. Un plaisir. On pourrait jaser de même pendant des heures. Je tripe. C'est tellement intéressant. Puis je te souhaite une longue carrière de coach. Puis promets-moi de quoi, par exemple. Si jamais tu coaches dans la Ligue nationale, il faut que tu reviennes au podcast. Puis si je gagne la Coupe Memorial, on va l'amener, ça. Ah, pour vrai? C'est bon? OK, c'est un deal. T'es super fin. Parfait. Hey, pour ceux qui écoutaient le podcast, ben j'espère que tu as pris des notes parce que là, cette fois-là, c'était vraiment des conseils précieux. Si tu as vraiment aimé le podcast, ben like le podcast, like l'épisode, commente, donne-moi des idées de sujets. J'aimerais ça pouvoir inviter d'autres grands du hockey comme ça, mais écoute, je fais ce que je peux, mais surtout, abonne-toi, puis partage-le, parce que celui-là, c'est un des podcasts où tu vas avoir eu le plus de conseils. J'espère que la sagesse de Joël va t'avoir aidé. Puis sur ce, ben écoute, on se revoit au prochain épisode. Salut! 10, 9, paid all my dues, waited in line, 8, 7, now it's about time that I take mine, 6, 5, king of the jungle, heart of a lion, 4, 3, 2, 1, watch out, here I come, this is my time.